il y a une image qui est extrêmement intéressante, elle n'est pas de moi, mais elle est extrêmement parlante, et elle suppose qu'on prenne comme mesure une année, du 1er janvier au 31 décembre, et qu'on puisse placer dans cette année, pour que vous puissiez voir, visualiser, parce que le temps n'est jamais pensable qu'avec des métaphores spatiales, ce que nous dit Bergson, vous allez voir que, avec ce que je vais vous raconter de l'univers, de sa naissance jusqu'à nous, comment les choses se sont passées sur des durées qui seront inconcevables, mais dont vous pourrez les penser mieux quand vous saurez que ça commence le 1er janvier, que ça se termine le 31 décembre, et que nous sommes là, au 31 décembre, dans les dernières heures de ce jour, et nous allons démarrer avec le 1er janvier à 0 heure. Dans cette configuration, pour penser l'infini, il vous faut savoir que, dans cette image, quand je dis configuration, qu'un an, c'est 15 milliards d'années, un jour, 41 millions d'années, 24 jours, 1 milliard d'années, 1 million d'années, c'est 36 minutes, et qu'une seconde, c'est 500 ans. Je sais, je vous ai dit tout ça, mais ça n'a pas pu vous dire quelque chose, parce que c'est trop. C'est beaucoup trop pour que nous puissions le concevoir, mais c'est juste pour que vous imaginiez les longues durées et les véritables longues durées. Je vous disais tout à l'heure que l'hypothèse de la gravitation quantique était qu'il existait un même univers que le nôtre, avant que notre univers soit, mais qu'il s'est trouvé inversé. Il y avait donc, avant le Big Bang, c'est-à-dire que le Big Bang n'est pas le commencement, je vous disais tout à l'heure que c'était la cause que nous présentions la plupart du temps comme la cause incausée, sauf que c'est une cause causée. Et que cette cause causée, elle l'est parce que, en amont, avant, il y avait du vide, des champs d'énergie aléatoires dans une immense étendue glacée, des forces qui ont gagné en intensité régulièrement, puis qui se sont agrégées. Il y a une formation de grumeaux, toujours comme ça que ça fonctionne avec les concrétions en astrophysique, puis des trous noirs. Au sein de ces trous noirs, la densité de la matière s'est élevée, l'espace s'est effondré sur lui-même, et on est parvenu, dans un moment comme celui-ci, à des densités, à des températures, à des courbures qui sont impensables. Il faut imaginer, par exemple, que la concentration de l'univers, de tout ce qui est, a pu se faire dans l'équivalent d'un dé à coudre. Vous voyez un petit peu les puissances des expansions. Et puis, il y a eu décroissance de ce processus que je vous raconte. Et le moment de renversement de ce que je vous raconte, c'est le Big Bang. De sorte que le Big Bang est déjà une décadence. C'est une décadence qui a fait que la naissance de ce qui est s'est inscrit dans un mouvement qui va vers sa disparition. Et on va aller jusqu'à la disparition de notre univers pour vous réjouir. Donc, 1er janvier, 0 heure, Big Bang, c'est la vie astrophysique qui continue. On est dans le registre de la pure vie astrophysique. Fin janvier de cette même année, notre galaxie se trouve formée. On l'appelle la Voie lactée. C'est la fameuse trace blanche qui ceint le ciel étoilé quand vous sortez le soir, la nuit, et que vous avez la chance de ne pas être dans une ville et que vous voyez la voûte étoilée. Les Grecs nous disent dans la mythologie que ce sont des gouttes de lait qui sont tombées du sein de Junon quand elle allaitait Hercule. C'est là qu'on voit que la mythologie n'est pas une pensée au rabais. C'est une pensée poétique, mais c'est aussi une pensée rationnelle. C'est-à-dire que la totalité de ce qui est mis en relation avec des puissances qui sont des puissances de divinité. Il faudrait savoir ce que sont véritablement ces divinités. D'aucuns expliquent, on appelle ça l'évémérisme, que les dieux ne sont jamais que des grands hommes qui se sont trouvés divinisés, déifiés, dans des temps extrêmement anciens. Notre galaxie est plate comme une galette, elle est constituée de concrétions d'étoiles. Notre Terre est dans cette galaxie. Là où nous sommes, nous ne pouvons en observer que les bords. Et en fait, le diamètre, c'est 100 000 années-lumière. L'épaisseur, 2000 années-lumière. Et au centre de notre univers, il y a un amas compact d'étoiles qui entoure un trou noir massif. On ne sait pas véritablement comment tout cela marche, mais on sait que ça marche. Et on sait que ça marche comme ça. Dans cette même année, de février à août, plusieurs cycles se sont constitués dans notre galaxie. Les nébuleuses, la formation des étoiles, ce qu'on appelle les naines blanches, les géantes rouges, les supernovas. Il y a eu des explosions de quelques-unes d'entre elles, non loin de notre propre nébuleuse. Et les explosions à l'origine, sont généalogiques d'univers dans lequel il se passe un certain nombre de choses, les fameux multivers, sans que nous ne sachions aujourd'hui quoi. Trop loin, trop impensable. Les instruments qui nous permettent de mesurer ne peuvent plus aller dans des endroits comme cela. Toutes les informations qui nous sont données ne nous sont données que par la lumière. Ce que les astrophysiciens savent, ça n'est jamais que décodage de la lumière. Le 31 août,
On est déjà très loin. Formation de la Terre et du système solaire, et tout ça dure une journée de notre métaphore. Autrement, c'est 41 millions d'années. Il faut 41 millions d'années pour constituer le système solaire et la Terre. 6 septembre de cette même année, la vie astrophysique continue, mais c'est le début de la vie géologique. On ne nous parle pas bien de la géologie à l'école. Enfin, peut-être que c'est mieux maintenant. Je ne sais même pas si on enseigne encore la géologie, mais c'est vrai que nous raconter les pierres sans nous raconter la vie des pierres, c'était pas forcément extrêmement intéressant. Mais la géologie est intéressante quand elle nous permet de savoir que les pierres ont une vie, qu'il y a une évolution, et que si elles sont comme elles sont quand elles nous apparaissent, elles ne l'ont pas toujours été ainsi, et que dans la longue durée, elles ne resteront pas comme ça non plus. On sait aujourd'hui, quand on fait des films avec des images qui sont successives, qu'on peut voir les fleurs pousser. Si vous faites une photo tous les jours, par exemple, eh bien vous allez mettre tout ça bout à bout dans un film, et à un moment donné, on voit ça à la télévision, on voit des plantes qui commencent à germer, bourgeonner, sortir, et puis dépérir, et puis mourir. Eh bien, on n'a pas la possibilité de le faire, mais on aurait pu le faire. On pourrait le faire avec des films d'animation, mais avec des pierres. Parce que les pierres ont connu des états liquides, des états solides, des états gazeux, et puis des états dans lesquels on les connaît aujourd'hui actuellement. Et puis elles vont connaître d'autres périodes et d'autres moments, puisque tout ça va tomber absolument en poudre avant qu'il y ait une déflagration totale, et j'y arrive. 6 septembre de cette même année, la vie astrophysique continue, bien sûr, parce qu'il n'y a plus que ça, mais c'est le début de la vie géologique. C'est l'apparition, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les plus vieux minéraux actuellement connus. C'est un zircon australien, par exemple, en l'occurrence. Le 12 septembre apparaissent les plus vieilles roches que nous connaissions aujourd'hui. Ça se trouve aujourd'hui au Canada, et c'est dans le lac des Esclaves. 13 septembre, la vie biologique apparaît. C'est donc c'est extrêmement sommaire, bien évidemment, et nous procédons de cette vie. Et c'est une matière organique qu'on retrouve au Groenland. 24 septembre, les premiers fossiles connus, les bactéries, les stromatolites par exemple en Australie. 15 octobre, les plus vieilles glaciations connues. Il y en aura une quinzaine jusqu'à ce jour. C'est extrêmement intéressant de penser la question des glaciations, parce qu'il est bien évident qu'il n'y a pas d'hommes à cette époque-là, et qu'on ne peut pas rendre les hommes responsables du réchauffement ou du refroidissement de la planète. C'est à penser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, mais on peut imaginer que ce réchauffement climatique, s'il a des causes humaines, ce qui est évident, ce n'est pas à nier, il a aussi des causes probablement cosmologiques. Et ce serait à penser également. 25 octobre, les plus vieilles traces chimiques connues, ce sont des cellules eucaryotes. Quelques jours plus tard, 31 octobre, la croûte continentale se trouve constituée. La tectonique des plaques arrive, c'est la formation de la Pangée, c'est-à-dire le bloc terrestre qui va bouger, qui va changer, qui va se déplacer. C'est le début de la vie des continents, donc disparition du règne qu'on appelle l'Archéen, et c'est le début du temps géologique. Il y a donc des temps géologiques dont on ne nous parle pas beaucoup, le protérozoïque par exemple, parce qu'effectivement ce sont des longues durées qui sont beaucoup trop longues pour les historiens et qu'on laisse aux géologues. Ce sont simplement les connaissances géologiques qui nous permettent de le savoir, et on se dit, mais c'est tout de même étonnant qu'on n'ait pas la possibilité de prendre la totalité des temps possibles et pensables pour pouvoir inscrire notre propre temps dans ces temps divers et multiples. Vers le 10 novembre, apparition de l'oxygène libre dans notre atmosphère. 10 décembre, les algues, les vers, les méduses. Le 15 et le 16 décembre, il y a des glaciations généralisées. Formation et dislocation des dernières Pangées, c'est le début du règne primaire. 18 décembre, comme dirait Brigitte Bardot, coquillages et crustacés. 19 décembre, les poissons. Le 20 décembre, végétaux et animaux terrestres. Dans la nuit du 25 au 26 décembre, c'est le règne secondaire, les mammifères et les dinosaures. Donc presque à la fin de l'année. 30 décembre, 10 heures du matin, disparition des dinosaures, apparition du règne tertiaire, et dans la vie biologique, apparition de la vie humaine. Donc vous voyez que c'est très 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 tardif dans l'histoire de l'humanité, et que notre façon de penser l'histoire est redevable de cette façon que nous avons de rejeter le cosmos, de rejeter l'univers, et de n'imaginer que l'homme comme centre et mesure de toute chose. 31 décembre, vers 21h, Toumaï, que nous avons découvert, enfin que les scientifiques ont découvert au Tchad. C'est un moment généalogique du primate. Ça correspond à 7 millions d'années avant ce jour, aujourd'hui. 31 décembre, vers 22h30, Lucie, dont vous avez entendu parler, elle a été très médiatisée.
On l'a découverte en Éthiopie. C'est un bipède, 3,2 millions d'années par rapport à aujourd'hui. Et c'est cette personne qu'on nous présente comme notre ancêtre. Alors Toumaï d'abord, Lucie ensuite, mais nous procédons de ces primates. Règne quaternaire, 31 décembre, 23h59, 26 secondes, les hommes peignent les grottes de Lascaux. Vous voyez que c'est tout proche par rapport à nous, bien sûr, et eux sont très éloignés par rapport à la création de l'univers. Minuit sonne, au 6e coup de minuit, les hommes créent et construisent les pyramides de Khéops. 8 secondes nous séparent d'eux dans cette propre configuration. Ce qui advient depuis l'explosion est puissance. C'est ce que je nomme puissance. Le titre de cette séance est Puissance et décadence. Eh bien, la puissance, c'est ça. C'est cette force qui a conduit l'univers à produire, par des variations diverses et multiples, par des métamorphoses extravagantes, à produire à partir de gaz extravagants avant le Big Bang, ce que nous sommes les uns et les autres. Bien sûr, avec cette histoire cosmique, il n'y a pas de place pour Dieu, il n'y a pas de place pour de la théologie, il n'y a pas de place pour la métaphysique. On n'est pas dans la métaphysique, on est dans la physique. On n'est pas dans la théologie, on est dans la cosmologie. Donc je vous propose une philosophie de l'histoire qui sera pour le coup athée, au sens étymologique, c'est-à-dire qui fait l'économie de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, je dis que dans notre proposition, il faut laisser Dieu aux affaires personnelles, aux croyances personnelles, mais Dieu ne joue aucun rôle dans cette configuration, sauf à lui donner le rôle de la puissance, sauf à dire qu'il est la puissance et qu'il se confond avec cette puissance. La décadence, puisque j'ai dit puissance et décadence, eh bien la décadence, c'est ce qui advient après la pleine puissance et qui conduit vers la fin de cette puissance. C'est-à-dire qu'il y a une puissance, ce que veut cette puissance, c'est l'être, mais ce que veut l'être, c'est retourner à l'état de non-être. Eh bien, c'est comme ça que tout se passe. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Les maladies, les souffrances, enfin toutes choses qui font la vieillesse, tout ça, effectivement, fait la démonstration que ce que veut la vie, c'est la fin de la vie. Que ce que veut le vivant, c'est la disparition du vivant. Que ce vers quoi la vie va, c'est la mort. Il en va de même pour tout ce qui est vivant, bien sûr, des coquillages aux univers, en passant par les humains. On pourrait poursuivre l'allégorie parce que nous avons fait, avec cette allégorie, un trajet sur le temps passé. Eh bien, on peut aussi faire le même trajet sur le temps futur, sur ce qui va advenir. C'est-à-dire que nous sommes à minuit, eh bien, début mai, ce qui est lointain tout de même dans l'univers, mais ce qui nous permet de savoir à quelle distance ça peut tout de même se trouver, il y aura une vaporisation de la Terre, quoi qu'on fasse. C'est-à-dire personne ne peut imaginer qu'on garde les hommes, les humains, qu'on puisse préserver la Terre, qu'on puisse, etc., etc. C'est ainsi, c'est prévu. C'est cosmologique. Ça ne servira à rien de se mobiliser contre cette vaporisation de la Terre. Elle aura lieu. Et c'est prévu. Le Soleil deviendra une géante rouge, et puis il détruira tout ce qui se trouve sur la planète. D'où l'intérêt, éventuellement, si l'homme veut durer, d'imaginer une vie extraterrestre. Si l'homme veut pouvoir échapper à la pure et simple destruction qui le menace, ou qui le concerne, il lui faudrait envisager effectivement de migrer sur une autre planète pour envisager une autre vie s'il veut sauver les humains. L'homme, évidemment, n'est plus là depuis longtemps. Quoi qu'on fasse, de toute façon, économiser la chasse d'eau ou rouler avec des voitures hybrides, le Soleil a décidé que ce serait fini pour lui dans un certain nombre d'années. À cette époque, la Terre sera une boule de roche en fusion qui circulera dans l'atmosphère, donc comme une espèce de terrible incendie. Vers le 10 mai, on se méfiait du 10 mai, mort du Soleil. Mort du Soleil, c'est-à-dire qu'il deviendra une naine noire et ce sera terminé. Quoi qu'on fasse, il n'y aura plus de Joconde, il n'y aura plus de Vénus de Milo, il n'y aura plus de Vercingétorix, il n'y aura plus rien du tout. Tout est appelé à disparaître. Il faut le savoir. Et quand Sioran, qui était un philosophe pessimiste terrible, a connu cette date-là, il a dit « Mais quand je me regarde le matin, je me demande pourquoi j'ai encore envie de me raser. » Et de fait, c'est prévu. Mais on ne sera pas là pour voir ça. La philosophie de l'histoire, il est bien évident qu'elle n'est pas pensable sans que nous puissions relier les hommes au cosmos. On ne peut pas faire de la philosophie de l'histoire en imaginant qu'il y aurait l'homme, puis qu'il y aurait la nature, puis qu'il y aurait le cosmos. Pas du tout. Il y a l'homme, la nature, le cosmos, mais c'est la même chose.
et tout le monde obéit aux mêmes lois. Il n'y a pas plus de libre arbitre chez l'homme qu'il n'y en a chez les dinosaures. Les dinosaures n'ont pas décidé de disparaître de la planète. Les hommes n'auront pas à décider non plus de disparaître ou de ne pas disparaître. Ils disparaîtront. Sauf, je vous le répète, à imaginer, et c'est la logique du post-humain. Quand vous avez des individus aujourd'hui qui réfléchissent sur la question du post-humain, c'est ce qui les anime. Sauver leur peau dans une configuration qui leur permettrait de durer quand plus rien n'aura vécu, quand plus rien ne vivra. Le réel n'est donc jamais qu'un dépliage de fatalité. C'est un pur effet de déterminisme. Liftoff. We have a liftoff. That's one small step for man. Roger, roll. Discovery.